Bonjour à tous et à toutes, c'est encore et toujours Petit Bourgeon du blog Chez les Vieilles Branches pour la suite du récit de mes aventures, de mon épopée covidienne au sein de cet hôpital qui est rapidement devenu un cluster. Si je me souviens bien, je vous avais laissé dans la vidéo tournée hier en fin d'après-midi avec ma toute petite baleine sous gravillon, ce moment où un patient est entré avec le virus à l'unité cognitivo-comportementale où je travaille et sans que nous le sachions. Voilà, donc je vais essayer de procéder de façon très chronologique parce que sinon ce sera compliqué de comprendre. Donc il me semble que nous sommes la semaine du 9 mars. Les consignes donc ça je vous l'avais raconté dans la vidéo précédente, les consignes qui tombent commence à faire de l'hôpital une sorte de forteresse qui s'isole du reste du monde en interdisant les visiteurs, en interdisant les intervenants extérieurs, bénévoles, animateurs, aumôniers, etc. Voilà. Et nous autres rééducateurs, nous sommes personnel soignant, hein, nous sommes paramédicaux dans les services. Euh, Commençons un petit peu à pâtir de l'incompréhension de certains soignants des services, infirmiers, aides-soignants, etc., qui ne connaissent pas bien notre exercice et qui nous voient comme des intervenants extérieurs, en fait. Nous sommes annexes au service, mais nous sommes dans les services. Voilà. Et c'est là où viennent les premiers petits accrochages avec des soignants qui ne comprennent pas ce qu'on fait et pourquoi nous continuons à naviguer. Pourquoi nous continuons à naviguer? Tout simplement parce que nous n'avons pas de consignes par rapport à l'organisation de notre exercice et nos multi-affectations. Voilà. Donc, fin de semaine, je crois, du 9 mars, le patient avec la Covid qui est entré commence à montrer des signes qui poussent le médecin de l'unité à pratiquer un test PCR. Voilà. Le week-end se passe. Et le lundi, le résultat tombe, le patient est positif. Nous recevons un mail de la cadre du service, pas de notre cadre de rééducation, mais de la cadre du service qui nous dit aux rééducateurs, si vous venez dans l'unité, vous portez bien un masque. Ok, pas de souci, très bien. Mais pas d'exclusion, on continue à naviguer comme d'habitude, on continue à travailler comme d'habitude. Le patient en question est muté vers, alors je ne sais plus s'il est muté vers un service d'un grand centre avec tout ce qu'il faut dans les services dédiés au Covid, réanimation, ou s'il est muté dans un service de court séjour interne à cet hôpital, à l'hôpital numéro 1, ou qui va se transformer en service dédié au Covid. Service à haut risque viral, c'est le terme. Voilà. Ça, c'est le lundi. Le mardi, oh bah tiens donc, je crois que des petites bestioles ont décidé de m'attaquer. Excusez-moi, je les éjecte de mon lieu de tournage parce que bon, c'est pas que je les aime pas, mais voilà. Toi, je ne sais pas ce que t'es comme bébête, mais il va falloir que tu. Excusez-moi, je suis désolée. Petite interruption nature. Voilà, c'est bon, j'ai dégagé le plateau. Voilà. Donc, lundi, premier cas positif. Mardi, consigne, sans autre explication, de la cadre du service, du service en question. Les rééducateurs ne sont plus autorisés à venir dans l'unité. Alors, on comprend bien la nécessité de refermer le service encore plus qu'il ne l'est habituellement. Voilà, on réfléchit aux patients, on se dit est-ce que c'est bien pour eux? Effectivement, il faut les protéger, mais est-ce que dans la prise en soin de leurs troubles, c'est bien, voilà. Et puis on commence à se poser des questions sur comment on va travailler. On est en attente toujours de
du positionnement de notre encadrement. Mercredi, alors attends, je crois, j'ai plus tout à fait la suite chronologique, mais donc du coup, n'ayant plus le droit d'aller dans l'unité, je surveille un petit peu les dossiers de mes patients pour regarder comment ils vont. Et je m'aperçois que tous sont testés donc par test PCR, donc prélèvement par écouvillon nasal, dans les fosses nasales, voilà. Mais j'ai pas plus d'informations que ça. Y a d'autres cas sporadiquement, un ou deux qui se déclarent dans d'autres services. Bon voilà, on sait maintenant que la Covid-19 est entrée dans l'hôpital. Mais ça reste encore, en tout cas pour ceux qui ne sont pas auprès de ces patients-là, ça reste un petit peu encore de l'ordre de la rumeur. Voilà. Le mercredi, donc j'ouvre méthodiquement tous les dossiers de mes patients. Et je vois que tous les résultats sont positifs. Et tous ont contracté la Covid-19. Alors, ils sont dans des états de santé, on va dire, corrects pour la plupart d'entre eux. Il y en a un seul qui est très très mal et qui va finalement décéder. Certains de ces patients sont dirigés du coup vers les grands services à haut risque viral de l'établissement et d'autres sont dirigés vers cette fois-ci les services internes qui vont s'ouvrir très rapidement. Voilà. Bon, je vous avoue que j'ai assez mal vécu le fait de devoir moi-même m'informer toute seule de la situation virale du service où je travaille et moi-même tirer le constat que j'ai littéralement baigné dans le SARS-CoV-2 pendant quelques jours. Voilà. Je décide du coup d'en parler à ma cadre parce que même si je sais bien que les préconisations au moment-là de dépistage sont très restrictives et on ne dépiste que s'il y a des symptômes avérés de Covid-19, ce que je n'ai pas au moment-là. Je décide quand même d'en parler à ma cadre pour voir s'il est quand même possible qu'avec son appui je puisse me faire dépister. Elle me fait bien comprendre que tout est bouché et que bon, en fait, à part attendre que les symptômes se déclarent, je ne peux rien faire. Je décide au moment-là de porter un masque, quoi qu'il arrive, de désinfecter absolument tout ce que je touche. Tous les objets avec lesquels j'entre en contact, matériel de soins, téléphone, ordinateur, poignée de porte. Je décide de ne plus prendre les transports en commun, donc comme je ne suis pas véhiculée, de faire les trajets entre mon domicile et mes lieux de travail à pied. Bref, je fais tout pour limiter le risque que je transmette le virus, sachant que donc sur l'hôpital 2, il n'y a pas encore de cas. C'est-à-dire que je peux potentiellement amener le virus dans cet autre lieu de travail. Ce que je ne veux pas faire puisqu'il s'agit également d'un hôpital gériatrique avec des patients très fragiles. Et la priorité pour moi, c'est de les protéger. Voilà. D'ailleurs, ça m'a valu quelques jours de statut de pauvre petit vilain petit canard dans cet hôpital parce que je me suis déclarée en fait pour un peu me rebeller contre les consignes de port de masque au moment-là qui étaient pareil, extrêmement restrictive. En gros, on ne porte un masque si on a des facteurs de risque de faire une forme grave de Covid-19 quand on est soignant, quand on a des symptômes qui peuvent éventuellement ressembler à la Covid-19 ou quand on a été en contact avec des cas avérés de Covid-19. Voilà, moi je suis celle qui porte un masque quoi qu'il se passe, même si je vais très bien et voilà. Donc la semaine se termine et donc j'attends que les symptômes se déclarent. J'ai pas d'autre choix. Samedi, je me retrouve assez fatiguée avec pas mal de douleurs musculaires, gros maux de gorge, gros maux de tête et puis petite poussée de fièvre dans la soirée. Qui me motive à appeler la médecine du travail pour demander un dépistage le dimanche matin.
Ce dimanche matin, donc, je m'entretiens au téléphone avec un médecin qui finit par me dire à la fin de l'entretien, malgré mon insistance sur le fait que j'ai sans doute baigné littéralement dans le virus pendant quelques jours, que certes j'ai pas de symptômes très évocateurs mais j'ai une poussée de fièvre, et que j'insiste sur ma situation professionnelle de multi-affectation sur plusieurs services et plusieurs établissements différents, mais cela pour lui c'est pas suffisant pour me faire dépister. Donc dimanche soir, je suis face à un gros dilemme, une opposition très nette entre je me sais malade, j'ai pas le moyen de le trouver. Si je veux protéger mes patients, mes collègues, bref tout le monde, je dois me mettre en quarantaine en fait, mais je n'ai pas d'arrêt de travail, je n'ai rien pour ça. Si je m'arrête, c'est soit je me débrouille pour aller voir mon médecin traitant et obtenir un arrêt, grosse galère que j'ose pas envisager, soit je prends sur mes jours de RTT de congé, je pose et point barre. Et puis en même temps, j'ai pas envie de laisser tomber mes patients, j'ai pas envie de laisser tomber mes collègues. Du travail, il y en a, même si on ne sait pas encore exactement comment on va travailler, il y en a. Les patients, ils ont toujours besoin de soutien, ils ont toujours besoin de soins psychomoteurs, ils ont d'autant plus besoin de soutien, notamment psychique, que les visites sont interdites, que l'inquiétude est générale, que les télés sont en boucle sur la Covid-19, enfin bref, voilà. Donc j'ai ce petit dilemme-là, j'en fais part à mes proches, j'en fais part à travers un article sur la page Facebook, l'échange me fait choisir de poser un jour, le lundi, pour avoir le temps de voir venir, et puis rester prudente. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai pas d'angoisse particulière vis-à-vis de ma santé. Je sais que je suis jeune, je sais que j'ai pas de facteur de risque de faire une forme grave. Je ne m'inquiète pas du tout pour moi, je m'inquiète surtout pour mes patients et mes collègues. Voilà. Lundi matin, je me lève, je prépare mon petit déjeuner et je m'aperçois que j'ai littéralement complètement perdu l'odorat puisque je ne sens absolument pas l'odeur de mon café et le goût se résume à une amertume extrêmement désagréable. Ce qui me pousse du coup à appeler la médecine du travail le plus vite possible. Et cette fois-ci, le médecin de la médecine du travail consent à me prescrire un dépistage PCR. Voilà. Puisqu'il me semble que durant le week-end, c'est les premières informations concernant les pertes d'odorat comme signe pathognomonique de la Covid-19, notamment chez les personnes jeunes qui sont à peu près dans mes âges. Voilà, les premières infos commencent à tomber. Je me fais prélever le mardi, le mercredi, le prélèvement est positif, donc arrêt de travail, quarantaine. Voilà. Quarantaine qui va durer 10 jours au final, puisque je vais bien, puisque je ne tousse pas, je n'ai pas de symptômes respiratoires. D'après le médecin du travail, je ne suis pas une grande excréteuse de virus. Le risque que je contamine d'autres personnes est relativement faible, notamment après une dizaine de jours d'isolement. Donc la médecine du travail m'autorise à reprendre au 1er avril. Voilà. Mais bon, durant ces 10 journées, même si j'ai eu besoin de beaucoup dormir, beaucoup me reposer, j'ai pas pu m'empêcher de me tenir au courant, notamment de l'évolution des cas, du nombre de cas, s'il y en a parmi les patients que j'ai côtoyés les jours précédant mon arrêt de travail. Et je m'aperçois qu'on va devoir faire face à un tsunami, tout simplement, un tsunami de nouveaux malades nosocomiaux à l'hôpital numéro 1. Voilà, mais ça c'est pour le prochain épisode. Voilà, je vous dis à tout de suite pour la suite de mon épopée covidienne.